Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Avanickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre miniature, aujourd'hui c'est la 11e étape du Tour de France entre Vichy et Nevers que l'on va voir. Étape de 165 km toute plate. Les volontaires pour l'échappée sont prévenus que sur ce terrain, ce type de terrain, les statistiques ne sont pas en leur faveur, mais certains tableront tout de même sur une belle sortie à l'avant de la course et compteront peut-être profiter d'un concours de circonstances en vue de l'arrivée. Première des deux escapades du Tour de France aux alentours de Nevers, même si on rappelle que on partira de Manicourt demain, mais Manicourt est à une trentaine de kilomètres de Nevers. On passera à Moulins. 5% sur Sioule ou encore 2 6. Les formes, pic de forme pour Mads Pedersen, ça c'est pas mal. Bonne forme pour Skelmous, encore Dereji West. Qui maillot à poids normalement. Ouais, c'est ça, non, parce que je voyais pas l'emote. Il est maillot à poids, bien évidemment. Notre coureur danois. Bonne forme pour Dereji West, ça j'ai dit. Forme classique pour Valchek, Quincy Imots ou encore Tom Skujins avec également Verona. Et Juan Ayuso en forme classique. Bon, écoutez, Juan Ayuso, pourquoi pas. Pour lui, est-ce qu'on va envoyer Skujins ou on va envoyer Valchek? Je pense qu'on va envoyer Valchek aujourd'hui. On verra peut-être pour l'envoyer dans 2 jours à l'avant de la course également. Mais aujourd'hui, échappé pour Mathias Valchek. Après, c'est vrai que si je voulais l'amener peut-être dans 2 jours à l'avant. Pour le coureur tchèque, on est leader du classement par équipe comme la Lidl Trek IRL. Mais avec 3 victoires d'étape, et je le dis à chaque fois que Pogacar gagne depuis le début de ce Tour de France, on s'impose avec notre équipe. Hein. Vous l'aurez remarqué, vu qu'on a 3 victoires sur ce Tour de France. Hier au Lyon avec Dereji West en échappé, Juan Ayuso à Gavarnichen en faisant une démonstration. Et du côté des Angles avec Mathias Kalmoz. Tentative d'échapper à l'avant de la course, nous on est un peu gêné avec Vacek et beaucoup de candidats. Est-ce que c'est des coureurs déçus de la veille? Peut-être, en tout cas on tente d'y aller. Alors évidemment, on est parti de Vichy. Bon, en cette station c'était un mais surtout parce que c'était la capitale de l'État français, donc le régime collaborationniste du maréchal Pétain durant la Seconde Guerre mondiale, régime qui avait collaboré bien évidemment avec l'occupant. Et on rappelle que Pétain avait également signé la loi sur le statut des juifs tout simplement, donc qui était totalement dans la lignée de ce que l'occupant nazi voulait en termes de loi antisémite qu'il avait signé de lui-même. Hein. Mais c'est vrai que bon, cette ville c'est peut-être la ville de France qui a la pire image, hein, avec forcément cette zone, comment on peut expliquer, cette partie de l'histoire de France qui a souvent été qui est tabou, oui, mais surtout notamment à l'époque de De Gaulle, c'était un moment qu'on ne parlait pas dans ce mythe du résistentialisme, mais oui, bien évidemment, c'est la période la plus noire de l'histoire de France, en tout cas l'une des périodes, si ce n'est peut-être même la période la plus noire de l'histoire de France de manière récente. Le gouvernement de Vichy, enfin qui était surtout comme nom l'État français entre 1940 et 1944. Alors avec Vacek, j'ai l'impression qu'on peut pas partir à l'avant de la course. Alors est-ce que c'est parce que l'on a Mads Pedersen dans notre équipe, ou aussi parce que du côté de notre formation, Vacek est un coureur trop important. Mais c'est pas la première fois que sur une étape de plan on ne peut pas aller à l'avant avec Vacek. Alors je voulais l'envoyer demain à l'avant. On va peut-être se concentrer sur Tom Skujins, même si j'aurais bien voulu sur l'étape, Vacek au pire ira à l'avant sur l'étape en direction de Belfort, et sur l'étape de Belfort j'aimerais bien amener pourquoi pas un autre coureur à l'avant de la course, peut-être un Quincy Imots sur les étapes pour Baroudeur. On tente de partir avec Davide Ballerini qui nous a accompagné, vainqueur d'étape à Naples sur le Giro cette année, Houpart, Fernando Gaviria ou encore Javier Romo. Romo qui a fait un magnifique numéro hier, qui aurait pu être plus combatif. C'est quoi, c'est 40 ou 50 km d'échappée en terre qu'il a quasiment fait hier. Il nous avait fait un numéro exceptionnel, enfin 50 km sur contre le duo il me semble, mais il avait été énorme. Il avait dû employer Polit ou encore Vermeersch, mais surtout un Timo Ehlens qui est exceptionnel. Bon, hier je me suis quand même couché à 2h parce que j'ai regardé l'étape du Tour de France après le match de la France. Hein. Entre minuit et 2h je me suis tapé les 80 derniers kilomètres de l'étape du Tour. Mais après la purge de l'équipe de France, honnêtement, voilà, il faut le dire, c'est passé une humiliation très clairement. Pourtant, même offensivement, tu faisais tout le temps prendre à 2. Même à un moment, au niveau du pressing, c'était catastrophique sur certains moments. T'as l'impression qu'Audry se retrouve seul au milieu de terrain et ils sont 4 autour de lui, ils n'arrivent pas à monter. Enfin, c'était vraiment un match sans saveur. Au-delà du fait que c'était un 14 juillet, c'est surtout même une demi-finale de Coupe du Monde, alors que jusqu'ici, t'étais
impressionnant dans le jeu. Là, tu n'as rien pu faire. Des tirs cadrés, t'en as eu très peu, je crois, dans les tout derniers instants, mais 21 dribbles tentés et seulement 7 réussis, 5 ou 7, je sais plus. Enfin, c'est une catastrophe le match hier. 20 millions de téléspectateurs quand même devant, ce qui vous dire que c'est le 9e programme le plus suivi de l'histoire de la télévision française. Et notamment devant le match de la finale tout simplement de 2018. Ouais, bah, surtout qu'on a quand même Ballerini ou Gaviria qui sont des hommes rapides. Hart également, on l'a vu hein, sur ce début de Tour de France, faire un top 5, voire je crois 4ème du côté de Pau. Donc à peine une trentaine de secondes d'avance, surtout on m'a échappé conséquente de 5 coureurs sur une étape de plat comme celle-ci. Ça n'arrive pas tout le temps. Alors on va parler quand même également de 5% sur Sioule, je pense. On est dans l'Allier, préfecture Moulins, où on est passé d'ailleurs. Et en 2023, c'était la dernière préfecture qui avait accueilli pour la première fois le Tour de France, avec une victoire d'un certain Jasper Philipsen. Mais on est obligé de un peu se cramer en termes d'énergie ici avec Tom Skuns, mais à peine 37 secondes d'avance. Alors 5% sur Sioule. C'est vrai que je prends tout le temps des fiches Wikipédia, mais bon, écoutez. 3567 hectares, mais surtout 4884 habitants en 2023. Bureau, ouais. Je regardais juste un peu dans les informations. C'est au nord de la Limagne bourbonnaise. Elle est située dans l'allée du Bourbonnais. Si on regarde un peu en termes de culture et de patrimoine, on a quoi? On a le pont Saint-Charles, pont Charles de Gaulle. Il date de la fin du XVIIe siècle. Plan dressé par Mathieu, ingénieur et architecte des bâtiments du roi. Rénové plusieurs fois à la suite des crues et des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Il présente encore dans son aspect original légèrement bombé, avec 4 piles à éperons. Très beau point de vue sur la vieille ville où l'horloge, tour de l'horloge ou beffroi de 5% sur Sioule, érigée sur une des anciennes tours de l'enceinte monastique aux alentours de 1480. Elle sert tout d'abord de tour de guet constituant des symboles de la liberté communale, enfin des libertés communales. Elle est ensuite équipée d'une horloge avec sa cloche par les habitants qui étaient alors en conflit avec les moines du prieuré. À la fin du XVIIIe siècle, l'horloge fut transférée dans le clocher de l'église pour revenir dans la tour à partir de 1837 lors de la rénovation de la partie supérieure qui s'acheva en 1842. C'est vers cette époque que le nom de Beffroi lui fut donné. À l'intérieur de cette tour se déroule un escalier en colimaçon que l'on peut admirer dans la maison emballée qu'abrite les collectionneurs du musée de la vigne. Ce dernier consacre l'une des salles à l'histoire de la ville. On a l'église Sainte-Croix, encore le musée de la vigne et du terroir. Et si on parle juste de la ville de Moulins, alors Moulins, donc commune dans l'Allier. Alors c'est une ville d'art et d'histoire, agglomération le long de l'Allier. Dernier recensement, on y avait 19 206 habitants. C'est 64 963 habitants en 2018. Ce qu'on a en culture locale et patrimoine, on a le centre-ville dominé par les hauts clochers de la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation et du Sacré-Cœur. On a la tour Jacquemart, tour horloge Jacquemart, famille automate, célèbre pour carillonner en égrénant tous les quarts d'heure les tintements distincts successifs des deux petites cloches frappées alternativement par des automates représentant les deux enfants du puits. On a toutes les heures par les tintements graves successifs de la grosse cloche bourdon, frappée alternativement par les deux automates représentent les parents. Cette tour est un vestige d'une ancienne enceinte du XVe siècle. La cloche principale sonnant les heures est de dimension remarquable, 1,90 m de diamètre sur 2 de hauteur, d'où sa sonorité très grave et sa puissance si particulière. Elle datait à l'origine de 1656 et fut parrainée par la reine Anne d'Autriche, mais fut remplacée par une copie fidèle comme les deux autres clochers après l'incendie du Haut-Beffroi en 1946. Tour classée monument historique depuis 1929. On a la place d'Allier, la tour de Malcoiffé ou encore la place de Lattre de Tassigny et place de la Liberté. C'est une médiathèque dotée de statuts de bibliothèque. J'arrive bibliothèque municipale classée de médiathèque communautaire comprenant des collections de manuscrits, des incumnables ou des livres et périodiques anciens qui permet les consultations sur place et les prêts de livres, revues et CD musicaux. On parlera peut-être tout à l'heure de Decize. Nous sommes également dans le fief familial de la famille de Lenny Martinez, aujourd'hui d'ailleurs, notamment pas très loin de chez le grand-père, Mariano Martinez. Allez, nous sommes de retour
sur la route du Tour de France. J'ai juste fait une petite pause hein, en direction ici toujours de Nevers. On a un peu plus d'une minute 30 d'avance sur les hommes du peloton avec notre coureur Tom Skun dans cette échappée avec Fernando Gaviria, Ravia Romo, Hub Hart ou encore Davide Ballerini. Ce qui va nous permettre d'ailleurs de parler du... J'allais dire plutôt de cette étape. Oui, enfin on est surtout voilà, sur une étape, comme on l'a dit, de plat. On va peut-être évoquer le classement, enfin en tout cas ce qu'on peut faire IRL, IRL dans la suite de ce Tour de France, parce qu'on doit se rapprocher au maillot vert avec Pedersen. On a une bonne forme et si on se fait enfermer potentiellement, ça pourrait être assez intéressant pour nous. Le maillot à poids avec Mathias Kelmozon là, mais on a Juan Ayuso qui est toujours mine de rien en observation dans ce classement. Et c'est vrai que le maillot à poids, bah, c'est notre principal objectif, quasiment on le sait. Hein. Enfin quasiment notre principal objectif, non. Il y a des victoires étapes, cet effet, on en a 3. Le top 5, on a eu un sérieux revers la veille. On était en mauvaise forme avec Juan Ayuso et on l'a senti passer. Et puis également, du côté de notre formation, ça a été très difficile. Ce maillot vert, comme on l'a dit pour le moment, avec Mats Pedersen, on a beaucoup de points de retard, mais les sprints on soir, notamment à Bergerac. Même à Bordeaux, mais à Bergerac, on s'est quand même fait pas mal gêner à un moment. Enfin, non, c'est pas qu'on s'est fait gêner, c'est que il lance d'hyper loin à Bordeaux. Là, on s'était fait bloquer et puis c'était chelou le final du côté du sel également, en ce qui concerne notre coureur néerlandais. Pour notre équipe, on va remonter à l'avant de la course. J'ai dit néerlandais, c'est danois pour Pedersen. Voilà, vraiment, je suis pas réveillé aujourd'hui. On va en profiter pour donner le gel bleu à tous nos coéquipiers, ils en ont besoin. Allez, des Reggie West, Juan Ayuso, ça va prendre son gel ici. Pile au moins de la zone et on voit qu'on se rapproche du sprint intermédiaire. On a à peine de 35 d'avance, on dirait. Les échappées de Westrofer avec le peu de temps qu'ils avaient pu avoir de marge. On va remonter avec Pedersen pour être dans les meilleures dispositions pour essayer de récupérer quelques points dans ce classement-ci. Même si ça a un peu réaccéléré ici, mais après tout le monde, ouais, quasiment au sprint déjà. Il y aura 10 points à prendre sur la ligne pour le premier du peloton. S'il ne s'inscrit pas du tout dans la lignée des purs en espérant que ce soit nous. Et puis du côté du maillot blanc, on est toujours dans le match avec Juan Ayuso. On dirait que, je veux dire que par rapport à hier, c'est vrai que ça fait penser à l'étape de Del Toro. Mais enfin, Del Toro avait souffert comme nous. Même si le coureur mexicain lui a perdu 50 secondes, on prend 2 minutes dans la vue. Attention, on va essayer de bien lancer. On est en faux plat descendant, on peut lancer de très très loin ici avec Mats Pedersen face à Jasper Philipsen. Le duel entre le Danois et le Belge, qui est-ce qui va pouvoir avoir l'avantage aujourd'hui? Je pense que ça peut être tourné à notre avantage avec Mats Pedersen. Ok oui, on était très en forme aujourd'hui et on le prouve, on récupère un petit point à Jasper Philipsen dans cette lutte pour le maillot vert. On rappelle qu'on est deuxième de ce classement avec 149 points, 205 pour le coureur belge. Alors on a dit 149 face à 205 points, ce qui veut dire qu'on avait 56 points de retard. On en a plus que 55. C'est quasiment le barème de points qu'on aura à l'arrivée. Mais on peut faire une belle opération, il y aura 2 étapes de plat. Et est-ce que Pedersen est capable de passer l'étape en direction de Belfort? Faudra voir. Et après je parlais du maillot à poids. Oui, bah pour le moment on est leader depuis le départ de ce tour, quasiment avec nos coéquipiers. On est en excellente position dans ce classement-ci. Il va falloir se méfier d'un Tadej Pogacar. Mais pour le moment, du côté de notre équipe, c'est plutôt pas mal ce que l'on réalise dans ce classement-ci. On va peut-être parler un peu culture maintenant. Et on va pouvoir évoquer la ville de Decize, ainsi que la localité d'arrivée. C'est Nevers la localité d'arrivée. Mais en tout cas, nous on va s'intéresser à la ville de Decize. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà. Donc sur la commune de Decize, on est en Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc 2 régions seront visitées aujourd'hui sur ce Tour de France. Alors si on regarde la culture, on a la télévision TNT reçue principalement par les émetteurs en termes de culture locale. Du Puy-de-Dôme, du Haut-Foulon et parfois de Neuvy de Clocher. 2 stations sont reçues sur Decize en radio locale.
On a surtout le côté que c'est une ville fleurie, enfin de fleurs, le château de Decize, rue du château des comtes du duc de Nevers. On a la porte du marquis d'Ancre, qui est la porte du marquis d'Ancre et la dernière porte à pont-levis de l'enceinte fortifiée de la ville. Elle fut construite par Pierre de Courtenay, comte de Nevers en 1194, puis remaniée en 1468. Elle faisait partie de la troisième enceinte et des tours de défense situées aux extrémités du pont sur la Loire. Il s'agissait d'une des portes d'entrée sur Decize. On a les échauguettes, la tour de l'horloge, le pont de la Vieille Loire, la source de Saint-Acré, exploitée par la Société des eaux minérales de Decize, qui a entrepris en 1913 ses travaux avec l'Académie de médecine, laquelle autorisait l'exploitation le 3 février 1914 et dont l'embouteillage, oui, c'est ça, en 1971. On a l'église Saint-Arré ici, ou encore en personnalité de la commune, on peut citer qui la femme de lettres Anne-Charlotte Alexandre de Monceau. Et du côté de la ville d'arrivée de Nevers, qu'on connaît très très bien ici, préfecture de la Nièvre, il y a l'équipe de rugby certes, mais si l'on peut voir cette commune de 33 000 habitants, le maire c'est Denis Thuiriot, qui est un troisième mandat. Nous sommes à 50 km de l'arrivée. C'est le chef-lieu de la Nièvre et la ville la plus peuplée du département. C'est la 5e plus grande ville de Bourgogne après Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Auxerre. Capitale du Nivernais sous l'ancien régime monarchique, elle est désignée comme préfecture du département de la Nièvre. Lors de la réorganisation territoriale en 1790, le Petit Larousse indique Nivernais comme gentillet, mais le maire utilise le terme niversois de façon à différencier les habitants de la ville des habitants du Nivernais, doté d'un patrimoine historique neversois, plutôt. Patrimonial médiéval, église Saint-Étienne, église Saint-Étienne, cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite, Renaissance, palais du Ducal, ou contemporain, Sainte-Bernadette du Béarn-en-Laye. La ville est affiliée au réseau national des villes d'art et d'histoire. Donc on a dit les édifices religieux, on peut parler, déjà sa ville des ducs ou cité des ducs appartient à la fédération des sites clunisiens, comme l'abbaye de Cluny, carrefour d'un courant religieux et monastique important. La chassette de Bernadette Soubiron, la voyante des apparitions de Lourdes, en est l'un des personnages les plus remarquables. L'édifice Saint-Bernadette Soubiron, Nevers depuis 1925, le corps de Bernadette de Lourdes repose à l'intérieur d'une chasse en verre et en bronze dans la chapelle dédiée au Sacré-Cœur. Elle est aussi une statue représentant Sainte Bernadette qui est érigée au cœur de l'espace Bernadette au centre du musée de la grotte et de la chapelle du couvent Saint-Gildard, rue Saint-Gildard plutôt. On a l'église Saint-Étienne qu'on va pouvoir parler dans la rue Saint-Étienne, chef-d'œuvre de l'époque romane, édifié de 1066 à 1097, chevet d'ambulatoire et large transept à arc diaphragme, nef à 3 étages et tribune voûtée en demi-berceau, à l'intérieur vierge à l'enfant à la colombe, en pierre avec des traces de polychromie, rouge sur la tunique de l'enfant, noir sur la robe de la Vierge. Elle provient de l'église Sainte-Troé, aujourd'hui disparue. Elle est datée du XIVe siècle et classée monument historique. Prieuré Saint-Étienne de Nevers, reste l'église romane. Les tours de la façade sont abattues sous la Révolution. Et je veux juste revenir sur Decize, sur un autre élément du côté de cette commune de Decize. Est-ce qu'on pourrait la voir, Decize? Alors sur Decize, parce qu'on avait un des monuments de cette commune qui avait une page, c'était le château de Decize, qui est sur les hauteurs de la commune, l'ancien château des comtes et ducs de Nevers, au sud de l'ancienne province Nivernais. Alors on peut citer la période moderne qu'ils ne sont pas conservés que les premiers niveaux d'élévation. Accepté pour le donjon, d'édifier encore de logis nouvellement dégagés et mis en valeur. Le château est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 14 septembre 1932. Un belvédère aménagé sur les ruines du château surplombe aujourd'hui la ville, la Loire et les environs. Un château qui a été démoli après la vente de 1778, qui est la décor d'envie de nombreuses pierres taillées, gravées de signes lapidaires, ainsi que la conservation in situ de quelques pierres pareillement marquées. Ainsi à penser que la ville de Decize aurait profité de cette manne pour la construction de bon nombre de ses maisons. À la fin du XVIIIe siècle et dans le second tiers du XIXe siècle, emploi des pierres provenant du château. On peut recenser une majorité de signes lapidaires alphabétiques, mais aussi numériques.
Prenons des marques purement géométriques, encre, delta, barre simple ou double ou triple, croix et complexe. Si quelques-uns de ces signes sont des marques de prose, de signes gravés par le tailleur de pierre pour indiquer le sens de la pose des pierres. La plupart sont des marques de tâcherons. Donc je vais évoquer ce château qui reste en ruine à l'heure actuelle, mais voilà, on a fait notre petit point culture du jour. Bon voilà, c'est vrai que ça fait moyen de faire que des fiches Wikipédia, mais bon, on est sur un tour en temps réel en termes de vidéo. Donc j'ai plutôt envie de dire, écoutez, c'est pas, on va dire que c'est pas non pas si mal que ça, mais bon, ça fait notre petit point patrimoine, petit point patrimoine effectivement, et nous sommes dans cette côte de Montmigin de 1 km 400 à 6,2% de pente moyenne. Avec Mathias Kelmoz, on est normalement le meilleur puncher de ce groupe-ci. En tout cas, on est celui qui est le plus à même de faire une différence, même s'il y a Javier Romo qui a tenté de s'accrocher à notre trou. En tout cas, on va essayer de prendre ce point. Réparti au classement de la montagne, alors il y aura deux difficultés dans le IRL. D'habitude, il y en a plus dans le jeu qu'IRL. Il y aura la côte de Billonnière d'1 km à 5,8% de pente moyenne. Les deux difficultés sont classées en 4ème catégorie, donc il y aura un point à prendre au sommet pour le premier qui passera en tête de ces ascensions. On va plutôt même passer maintenant sur Mats Pedersen pour ses 30 derniers kilomètres. Quoi se faire en intégralité ensemble, je pense. Ouais, c'est en braille avec un changement de rythme. D'ailleurs, c'est la Picnic Postnel qui imprime son tempo. Ici, on va remonter avec Mats Pedersen. Alors, c'est vrai qu'on est 2 jours après une journée de repos. On pourrait dire qu'il y a de la fatigue, en tout cas par rapport à l'étape de la veille. On rappelle, c'était une étape quand même très difficile, quasiment 4000 mètres de dénivelé, 3800 pour être précis. Étape qui n'était absolument pas plate sur les routes du Cantal. Beaucoup de fatigue peut être encore présente à la suite de cette étape-ci. Allez, on va mettre Verona, Reggie West à rouler. Encore à rouler plutôt, à prendre leur gel bleu. C'est vrai que nous on est toujours meilleure équipe, c'est assez intéressant. Ça peut être un objectif. Après, il y a un classement que l'on a toujours sur le tour en Torel, c'était celui de la combativité. Et c'est vrai que dans ce classement-ci, pour le moment, on n'est pas très en forme avec Tom Skuns, si on regarde, qui est l'un des coureurs les mieux placés de notre formation pour ce classement-ci. Il est vrai que c'est pas l'idéal, comment on est dans ce classement de la combativité. Écoute, on va essayer de remonter. C'est sûr qu'il y a des jours où on n'a pas pu être dans des échappées, alors qu'il y a Julius Van Den Berg qui est distancé, le coureur néerlandais derrière. Et puis même, on peut évoquer aussi en problème de la combativité, c'est qu'on varie les hommes qu'on met à l'avant de la course. Même si certains ont fait quelques bornes. Verona, c'est celui qui en a fait le plus. Peut-être que Verona partira à l'avant lors des prochaines étapes. Je pense que Carlos, si on peut l'envoyer à l'avant, comme sur l'étape du sel par exemple, ou des angles. Typiquement, si on peut le mettre sur une échappée ce week-end avec un Mathias Kelmoz, parce que Kelmoz au classement général, il a encore perdu du temps hier. Et s'il est en bonne condition dans 2 jours, ça pourrait être excellent. Enfin, dans 2 jours, dans 3 jours, potentiellement. Après, il pourrait prendre des points sur l'étape de Belfort. Mais je pense qu'on enverra un Quinn Simmons peut-être en échappée sur la route en direction de Belfort. Par contre, on enverra très clairement Verona avec Mathias Kelmoz ou Reggie West, même pourquoi pas les 3, sur la route du Marchienne ainsi que sur la route du plateau de Solaison. Il a moins de la minute d'avance pour le moment. Je vais dire attaque, c'est plutôt le rythme qui est en train de se mettre en place. Avec Jake Stewart ici, Mathieu Van Der Poel, on l'a vu remonter un peu plus de 20 km avant la ligne d'arrivée. On va être pleine barre quasiment avec Mats Pedersen ici. On rappelle la barre, le gel bleu, ça nous ramène 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Alors c'est vrai que là, en voulant mettre en position héros, j'ai perdu 50 places. Bon écoutez, on va dire qu'on est un peu plus à l'abri du vent ici, mais il ne faut pas se faire trop enfermer. On va pouvoir remonter, on a Pascal Courne qui est encore présent. C'est que le sprinter qu'on n'a pas tant vu que ça sur le Tour de France, j'ai même envie de dire, celui qui roule pour cette formation-ci, plus c'est tout simplement Michael Matthews, qui lui en l'occurrence a été assez visible. Ça fait un peu invisible du côté de Ackermann depuis le départ. Là, on voit Louis Vervac qui était à l'avant hier avec Binyam Girmay. Une étape assez plaisante, même si je regarde les étapes en décalé du coup. Et je me suis fait spoiler, donc j'ai un peu eu le seum, voilà, qu'on me dise ah oui, on a vu une fusée jaune partir, alors que je t'ai dit que je regardais l'étape en replay, que je ne savais pas ce qui s'était passé.
Et pareil, quand on m'a dit aussi, enfin on m'a envoyé une vidéo en montrant Pogacar l'arrivée, mais j'ai dit c'est sympa, mais les gars, je travaille. Euh, donc je rattrape qu'en différé les étapes. Allez, la Soudal Quickstep se met à rouler ici avec Jasper Philipsen. Qui va être bien positionné, on aperçoit toujours, hein, enfin on aperçoit surtout Tim Merlier, le sprinter maison du côté de cette formation-ci. Plus que 28 secondes d'avance pour les hommes de tête. Bon, en vrai, j'ai envie de dire quand même à Tom Skujins s'il peut quand même réattaquer, juste pour faire quelques kilomètres en tête de course, parce qu'il est vrai que je voulais qu'on joue sur le classement de la combativité. Là, je pourrais juste lui demander de se relever, c'est ce qu'on fera après, mais s'il peut être encore un kilomètre à l'avant, ça pourrait être toujours intéressant de faire un kilomètre de plus d'ici la fin du Tour de France. Je termine vraiment cette étape juste avant le départ de l'étape du jour quand même. Hein. Allez, avec Mats Pedersen ici. On va essayer d'être bien positionné. On a un peu de barre rouge en moins. Enfin, quand j'ai de la barre rouge en moins, c'est dans le sens où elle n'est pas en pleine capacité. Avec un peu de fatigue de l'étape d'hier. De toute façon, si déjà mes coureurs, notamment Pedersen était en échappé, mais on lui a comme dit de finir tranquille dans le final. Mais si pas mal de mes coureurs à qui on a demandé de finir tranquille ont déjà de la barre de fatigue, alors qu'on a un lendemain de journée de repos, ça peut être très compliqué pour quelques sprinters qui ont encore plus galéré à finir dans les délais. On est plus que 163, on a perdu quelques coureurs ici. Et Tom Skujins va pas revenir hein, sur l'homme de tête, donc Tom Skujins écoute, ne t'accroche pas, essaie de terminer plutôt tranquille cette étape-ci. Bon, par contre là on s'est fait totalement envoyer balader avec Pedersen aujourd'hui. On a l'objectif de remonter au classement par points, si ce n'est même pourquoi pas de s'imposer dans ce classement et de prendre le maillot vert, mais ça passera pas une victoire d'étape avec lui. Alors c'est vrai que du côté du tour en temps réel avec Pedersen on a fini deuxième du maillot vert à très peu de points en 2021, mais surtout qu'une échappée va au bout alors qu'on gagne ce sprint aussi. Échappée où il y avait Skujins d'ailleurs, là où Maurice était imposé à Libourne. Et puis du côté de Mats Pedersen, c'est vrai qu'au niveau du maillot vert, on s'était imposé, enfin aux Champs-Élysées, mais en faisant le coup dans le tunnel. Les gens n'avaient pas trop aimé quand j'avais fait ça à ce moment-là. Bon, c'était un fait, hein. On a utilisé les failles du jeu pour pouvoir aller s'imposer. Bon, vous me direz le turbogel qu'on a tenté la dernière fois, ça n'a pas marché. Bon, il reste 10 km avant la ligne d'arrivée. Comme ça, Skujins peut récupérer un petit peu d'énergie. Ce sera peut-être Vacek qu'on tentera d'amener à l'avant demain. Après, Pedersen aussi pour être à l'avant dans 2 jours. De toute façon, c'est pas à nous de rouler. Si Pedersen peut prendre quelques points au maillot vert sur les étapes de plat, de montagne, ça pourrait nous avantager, même si les autres sprinters ne nous ont pas suivis pour le moment. On voit Arnaud Delis qui est là. Enfin, quand je dis qu'ils ne nous ont pas suivis pour le moment, c'était sur l'étape d'hier. On a tenté de partir avec Mads. On pourrait retenter de faire ça. D'habitude, ils nous suivaient. Là, ça n'a pas été le cas. Jonction effectuée face à Oupart ou encore Ivan Romeo. C'est Danilo que l'on voit imprimer. Ici, le tempo pour Lavkoy. On voit un Tim Merlier bien positionné. Maury Van Sevenant. Nico Denz un petit peu plus loin. Beermans distancé à l'instant. Ouais, on va perdre quelques coureurs dans le final de cette étape aussi. Nous, il faut qu'on reste très très bien positionné dans la Nièvre avec Mats Pedersen, ne pas se faire avoir, quitte à être en première position presque. Hein. En tout cas, du moment qu'on peut pas se faire enfermer. En tout cas, en termes de barre bleue, on est à la moitié de ce qu'on peut encore avoir, mais on sera nickel pour le sprint. Hein. Là, on peut aller à bloc jusqu'au bout. On va pas pouvoir se restreindre. Donc ça, c'est vraiment le mieux pour nous. Et la barre plutôt large des 5 derniers kilomètres avec l'UE qui roule avec Florian Vermeersch ou encore Vandenbroek qui remonte du côté de la pique-nique post-NL. Sinon, regarde de nouveau. Enfin, j'ai le kilométrage, mais en tout cas, on est plutôt bien pour le moment avec Mats. En termes de barre bleue, en espérant que cette étape puisse fatiguer, tout comme celle de demain, certains sprinters qui pourraient se retrouver en difficulté. En tout cas, on va être dans la roue de Tim Merlier, le meilleur sprinter du monde. Steven pour l'amener. Et pas Van der Berge, son poisson pilote habituel. Il y a Pascal qui est là également. Milan Fretin bien positionné. Du côté de la Total Energy, c'est Anthony Turgis. On sait qu'il est capable de faire des fonds top 10, mais c'est surtout encore qui est très très fort Anthony Turgis au niveau du placement sur ces sprints-ci. On en a encore la preuve aujourd'hui. Allez, ouais, mais Tim Merlier il en faisait maintenant. On voit même Pogacar et Dato qui sont bien positionnés. Pogacar qui a un tour compliqué pour le moment. Pour Tadej Pogacar champion du monde. Allez, on va essayer de débrayer ici avec Mats Pedersen face à Tim Merlier. Est-ce qu'on peut revenir avec le coureur danois pour essayer de remonter Tim Merlier face à nous? Bon, on va finir deuxième. Mais peut-être qu'on avait encore un peu de rouge. En tout cas, victoire du roi des dernières lignes droites sur ce Tour de France, Tim Merlier. Et par contre, Jasper Philipsen a été assez loin. Donc on lui récupère encore pas mal de points au maillot vert aujourd'hui.
Ça peut être très intéressant parce que la pression monte par rapport au porteur de ce maillot distinctif. Et ça peut être qu'intéressant pour nous. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape. Ouais, victoire de Tim Merlier qui s'impose aujourd'hui, le sprinter belge de cette formation. L'auto Soudal Quick-Step plutôt. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard depuis le départ à Barcelone. Le grand départ il y a un peu plus de 10 étapes. Jasper Philipsen toujours en maillot vert, mais par contre le maillot en poids sur les épaules de Mathias Kalmos pour notre équipe. Et le maillot blanc pour Paul Sexas. Bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui. Pour la Décathlon CMA-CGM. Mais pas forcément sur le podium. Et Merlier finit très loin, il est même pas dans le top 10 ce Tim Merlier, Jasper Philipsen plutôt. Et il prend pas de points à l'arrivée. Ouh, par contre là s'il prend pas de points à l'arrivée, peut-être qu'il sera j'ai dit endommagé, en tout cas il ne sera peut-être pas au mieux pour l'étape de demain. Également victoire de Tim Merlier, le belge de la formation Soudal Quick-Step en 3h25 minutes et 15 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est... Bon, je crois que la manette s'est déconnectée, c'est super. Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Bike, toujours en tête en 40h35 minutes et 37 secondes. Du côté du classement numéro 1, 36 points pour Mathias Kalmos, mais on verrouille ce classement du côté du Danois, notre équipe de la Ligue de Trek. Du côté du classement par points, 214 points pour Jasper Philipsen qui est tombé. Mais non, Philipsen les gars est tombé. Mais on n'a pas eu l'info. Attends, il est tombé dans l'emballage final, Jasper Philipsen. Ah oui, mais il est tombé. Est-ce qu'il a pas une maladie aussi pour lui Bravo les gars, c'est un non, bon podium. Oui, je vais au général, mais attends, il a fini où Jasper Philipsen, il pouvait pas sprinter là. Encore bravo. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Attends, il finit où Jasper? Il y a un problème là de pas avoir le belge. Parce que je le vois pas. Alors le maillot vert est relancé, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Il est où Philipsen? Bah attendez, mais non, mais si, je suis con. Je dois avoir le... En plus pour le retrouver c'est simple, il y a l'emote maillot vert donc... Et oui, il finit à plus d'une 50 Jasper Philipsen, il était pas bien aujourd'hui. Alors du côté du maillot vert d'étape, non. Par contre, bonne nouvelle pour nous, au maillot vert plutôt, on revient à 25 points. Bon, Remco est quand même à 151, nous 189 et 214 pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin Première Tech. Par contre, c'est une balle de break pour nous sur la suite de ce Tour de France. Donc on est en train de réaliser en 40h37 minutes et 2 secondes. C'est Paul Sexas, le corps français de la Décathlon CMA-CGM en tête du classement des jeunes. En tête du classement par équipe en 121h24 minutes et 57 secondes, c'est l'équipe allemande de l'Idle Trek. Et puis du côté du classement de la combativité, de 635 km pour Ilan Van Wilder, le belge de la formation Soudal Quick-Step. Ouais, non j'avoue, on a appuyé alors que je voulais pas forcément. Bon écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Peut-être que ce soir j'essaierai, ou demain matin, de faire un débrief complet de cette étape-ci et de l'étape du Lioran. Parce que le Lioran c'est une étape où on a beaucoup d'enseignements, donc j'essaierai de faire un regroupement de ces deux étapes. Usain on va pas réellement parler, même les étapes 7 et 8. Parce que tout simplement, c'était compliqué pour le tour en temps réel. Plus le fait que je vais rattraper les étapes le soir, j'ai pu le faire à 3 reprises. Mais bon, peut-être qu'on fera un débrief ce soir. On verra. En tout cas, c'était Cyclisme 3D. Pour tout le monde, à la prochaine. Ciao.